Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Aujourd'hui, nous allons parler road trip, nous allons parler malédiction, nous allons également parler de réécriture de contes et pourquoi pas de vampires, donc restez avec moi. Alors je ne vous cache pas qu'aujourd'hui je vais pas vous vendre des coups de cœur, je vais pas vous vendre des super lectures. On est dans un update lecture un peu mitigé, voire des déceptions, mais ma foi on est là aussi pour parler des choses qui ne vont pas forcément au niveau des lectures et ça me permet de découvrir des lectures et de centrer mes prochaines lectures sur un autre univers, voire un autre style d'écriture. Donc je vous les présente tout de suite. Et je commence par un petit road trip qui n'est autre que Loin d'Alexis Michalik. Et nous allons tout simplement suivre un jeune homme qui s'appelle Antoine, qui n'a plus eu de nouvelles de son père depuis maintenant des années. Et puis un jour, il va retourner chez sa mère pour je ne sais plus quelle raison. Et donc il passe à la boîte aux lettres. Et dans la boîte aux lettres, une carte postale est là, avec une enveloppe de la poste qui dit nous nous excusons pour le retard. En gros, la lettre n'a jamais été en fait livrée à temps. Et dans cette carte postale, tout simplement, alors je crois que c'est des mots très simples, c'est le père d'Antoine qui dit du coup à sa mère, à Antoine et à sa sœur, je ne vous oublie pas, je vous aime. Et cette lettre, je crois, cette carte postale a été postée depuis un pays, je ne saurais plus vous dire d'où, je vous dirais bien la Bulgarie ou quelque chose comme ça. Euh, et Antoine va se dire qu'en fait son père n'est pas parti sans rien dire, n'est pas parti sans rien laisser derrière lui, et va décider de retrouver son père. Alors du coup, accompagné de son meilleur ami et de sa sœur, ils vont partir en road trip, notamment en Europe de l'Est, et plus encore pour pouvoir retrouver les traces de ce père qui a décidé de disparaître du jour au lendemain. Ce roman fait 570 pages et autant vous dire que j'avais quand même beaucoup d'appréhension lors de cette lecture parce qu'on est vraiment dans un schéma où je savais pertinemment que le papa n'allait pas être retrouvé dès la 50e page, hein, voire plus. Voilà, on sait pertinemment qu'avec 600 pages, ça va être compliqué pour nous de se dire qu'on aura des réponses assez rapidement. Mais même si j'ai eu du mal, alors ça peut paraître beaucoup pour certains, mais à partir de la page 150 voire 200, j'ai commencé vraiment à me mettre dans ce roman. J'ai commencé à kiffer les voyages. J'adore les voyages et j'adore vraiment découvrir les nouveaux pays. Et là, en Europe de l'Est, on passe autant des pays actuels que des pays du coup avec des flashbacks de certains personnages qui ont vécu il y a 20 ans ou il y a 30 ans dans certains cas. Et on va parler forcément de la guerre, de ce qui s'est passé parce qu'on a quand même des personnages un peu plus anciens. Et franchement, on a une bouffée de culture générale et une bouffée de voyage dans ce roman. Ça, je peux clairement pas le dénigrer parce que c'est sa force. En toute honnêteté, c'est sa force, c'est ce qui m'a fait tenir. Ensuite, forcément, il y a certains personnages qu'on va rencontrer, comme je vous l'ai dit, on aura des flashbacks, on va parler de la guerre, on va parler de tout ça, et je pense que j'ai autant rigolé sur ce roman que pleuré à certains passages parce qu'on a vraiment deux salles, deux ambiances, hein, on va le dire comme ça, pour un personnage qui est totalement tourmenté et qui a envie de découvrir ses origines et notamment celle de son père. Qu'est-ce qui a fait que son père est parti du jour au lendemain en laissant un garçon et sa mère qui venait d'accoucher, je crois, ou qui allait accoucher. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même énormément de mystères dans ce roman. Mais par contre, on a mangé 600 pages, on a voyagé, on s'est attaché gentiment au personnage, mais pas plus que ça. Et la fin? Mais la fin m'a laissé totalement... on va dire comment? Je peux pas vous spoiler sur la fin. Mais j'étais sur les fesses. En toute honnêteté, j'étais sur les fesses et c'est pas sur les fesses dans un bon sens. J'étais totalement déçue de la fin. Je me suis dit, oh non, ils nous ont pas fait ça. Mais si, totalement. Ils nous ont lâchés en fait. Ils se sont dit, ok, viens et tout. On va passer 600 pages ensemble, ça va être génial. Et là, les 20 dernières pages, je pense que c'était les plus pétées de ce roman. Et malheureusement, et ben c'était pour clôturer le fil de l'histoire, ce fil rouge qui nous a fait débuter ce roman. Donc voilà, je pense que je lui ai mis quand même une note un peu moyenne. Ce qui a augmenté sa note, c'est clairement les voyages, c'est clairement la culture générale qu'on va avoir sur certains lieux, sur certains peuples. Mais par contre, pour ce qui est de s'attacher au personnage, c'est zéro. Déjà, la sœur, elle est insupportable et j'ai pas kiffé. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent vraiment à certains pays et à des époques différentes, n'hésitez pas à aller voir ce roman, mais alors ne vous attendez clairement pas à avoir toutes les réponses à vos questions.
Maintenant que j'ai démoli mon premier livre, on peut passer à un roman suivant qui s'appelle Pluie rose, écrit par Camille Salomon et c'est la maison d'édition Inceptio avec qui je suis en partenariat qui me l'a envoyé. Du coup, j'ai commencé cette petite lecture, parce que déjà, la couverture m'intriguait énormément. Je me suis dit, de quoi ça parle? Je me suis penchée un petit peu plus sur le résumé et ici nous sommes dans un village, dans une ville, je crois, au nord de la France, où du jour au lendemain, en fait, il va y avoir une grosse explosion d'une entreprise qui n'est appréciée par personne dans cette ville. Donc tout le monde est super content que ça éclate, tout le monde est content de ne plus voir cette entreprise fonctionner en fait. Mais malheureusement pour eux, depuis que l'entreprise a explosé, on est sur des phénomènes un peu étranges, on est avec des comportements de personnes qui commencent un peu à dévier et malheureusement ça touche que les adultes. Et forcément, les ados et les enfants commencent à flipper. Il y a tous les darons qui commencent à péter les plombs pour on ne sait quelle raison, on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi depuis l'explosion les parents sont en train de devenir violents, sont dans la lune, ont un changement de comportement qui effraie les ados, et ben justement les adolescents vont devoir mener l'enquête pour aller chercher les réponses. Alors, en toute honnêteté, moi je vous refais le résumé et je me dis, mais ce livre a l'air incroyable. Mais non, c'était pas une déception, mais non, j'ai pas réussi à mettre dedans. En fait, le livre n'est pas bien long, je sais plus exactement il fait combien de pages, mais je crois qu'on doit être sur 350 voire 400 au grand maximum. Et malheureusement pour moi, ça l'a pas fait, notamment parce que l'histoire tournait en rond. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai adoré le fait que les adolescents enquêtent ensemble. On suit vraiment principalement une famille, donc avec deux ados, un frère et une sœur, qui arrivent dans ce village et qui ne connaissent personne, sauf qu'ils arrivent au moment où il y a l'explosion, et du coup, ils vont se faire des amis, et notamment des amis avec des parents qui pètent les plombs, et tous les quatre cinq ils vont mener une petite enquête ensemble. Donc on a ce côté où on essaie de s'intégrer dans un nouveau village, dans un nouveau lycée, en sachant qu'il y a des trucs totalement chelous qui commencent à arriver. Et les personnages sont assez attachants. On a vraiment chaque personnage différent. Je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'on va suivre du coup des points de vue différents. Et c'est ce qui fait que on a vraiment le point de vue d'une personne qui a un parent qui pète les plombs ou pas. Et ça, c'était plutôt pas mal. Mais par contre, on est sur un roman où on va suivre un personnage, on va suivre un moment où un villageois, on va dire comme ça, est en train de péter les plombs. Donc on va suivre sa vie. Prochain chapitre, on va suivre un personnage qui pète les plombs et on va suivre un petit peu sa vie. Et on en suit comme ça une dizaine, voire un peu plus. Et à la fin, on arrive à regrouper un peu tous les personnages. Mais croyez-moi, quand vous êtes en train de lire un roman de 350 pages et que les chapitres sont méga, giga longs, vous n'avez pas envie de savoir la vie de chaque personnage. Et malheureusement, c'est ce qui m'a beaucoup freinée. J'ai été reculée de l'histoire par moments parce que certains passages étaient trop lents, étaient trop répétitifs. Et je me suis dit, pendant tous ces moments où on parlait des personnages, donc on avançait dans le développement des persos, mais malheureusement dans l'histoire en fait ça stagnait totalement, c'est-à-dire qu'on est passé de la page 20 où il y a plein de trucs qui se mettent en place, à la page 300 on a limite des réponses. J'extrapole un petit peu, mais en gros c'était ça mon ressenti. Donc malheureusement pour moi c'était un petit flop parce que j'ai pas trouvé du coup chaussure à mon pied dans ce roman, j'ai pas trouvé ce qui me faisait kiffer. Après, il y a des bons points quand même. La psychologie, par contre, de ce roman et la métaphore qu'il y a derrière est juste incroyable. Je m'y attendais pas forcément et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Mais du coup, c'est dommage d'avoir été déçu du contenu et de se dire que la fin était géniale, était incroyable. Et du coup, c'est un petit peu le contraire de l'ancien roman que je viens de vous présenter, donc Loin, qui était totalement différent, où le contenu était bien, mais la fin était un petit peu flinguée. Là, du coup, je vous ai présenté les deux sortes. Donc, malheureusement, c'était un deuxième flop pour moi. J'ai pas pu mettre une note maximale. On passe cette fois, du coup, à une réécriture de conte, Hadès et Perséphone de Rachel Smith, donc L'Or Olympus, le tome 1. Je l'ai lu pendant mon petit week-end en Normandie, qui était au mois de juillet. Donc, autant vous dire que j'ai un petit peu de retard sur mes objets de lecture. Mais ça ne change pas forcément. Réécriture de conte, en fait, j'avais l'impression de lire un Hadès et Perséphone, pour ceux qui connaissent du coup, mes versions illustrées. Voilà, on va suivre Perséphone qui arrive dans une boîte de nuit, qui ne rencontre pas forcément Hadès, mais en gros elle se fait droguer par un personnage et du coup se retrouve chez Hadès et ils vont un petit peu s'apprivoiser et tomber gentiment amoureux.
c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Dans ce roman, j'ai trouvé beaucoup plus d'humour que ce que j'ai pu lire dans Abdès et Perséphone. Et également, j'ai pu trouver quand même un côté un petit peu plus sensuel de notre chère Perséphone, qui a un côté un petit peu plus chippy, voyez-vous. Ça m'a pas forcément dérangé, loin de là, j'ai plutôt rigolé et je me suis dit que quitte à lire un roman avec une réécriture de conte, autant que ce soit un roman graphique qui se lit quand même assez rapidement, parce que digérer un ADC Perséphone de 600 pages alors que la saga n'est toujours pas terminée, croyez-moi, c'est un peu long. Donc pour ce roman, j'ai plutôt bien aimé, voilà, les couleurs sont plutôt cool. J'ai bien aimé le côté un petit peu rose et un petit peu noir qui rappelait du coup les fleurs pour Perséphone, qui rappelait le côté très sombre, très ténébreux des enfers avec Hadès. Les métaphores sont plutôt bien autant dans les couleurs que dans les caractères des personnages. Là, par contre, on a beaucoup plus de personnages qui rentrent en scène et je pense qu'il faut suivre. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma petite pile à lire, à voir si je continue ou pas par la suite, mais je pense quand même que ça me permettra d'en connaître un petit peu plus sur la mythologie, parce que je pense qu'il y a quand même des parts de vérité dedans, et puis de me faire un petit roman graphique assez rapidement. Et maintenant, on va passer du coup à cette petite malédiction dont je vous ai parlé en début de vidéo. Cassandra O'Donnell m'a envoyé les jumeaux Croche-Mort. Et voilà, vous connaissez mon amour pour Cassandra O'Donnell. J'ai adoré La Légende des Quatre. Je suis actuellement en train de lire Le Collège Maléfique. Et j'adore sa plume. J'adore sa plume. C'est des romans jeunesse, hein. Je vous préviens avant, ce sont des romans jeunesse, mais ce sont des romans qui évoluent, c'est-à-dire que le tome 1 est méga giga jeunesse. Par contre, le dernier tome de la saga, vous pouvez être sûr qu'on rentre dans un début d'adolescence, voire une maturité beaucoup plus développée de chaque personnage. Et donc, Cassandra m'a gentiment envoyé le premier tome de cette nouvelle saga, qui est sorti, je crois, au mois de juin, où nous allons suivre du coup les jumeaux Croche-Mort. Ce sont des jumeaux qui ont été, je dirais pas abandonnés à la naissance parce que c'est pas le cas, mais leur maman est décédée et du coup ils se sont retrouvés dans une famille d'accueil. Et un beau jour, du coup, un genre d'avocat vient les chercher dans cette famille d'accueil en leur disant vos grands-parents sont en vie, ils vous réclament, donc faites vos bagages, vous allez aller dans le manoir des Croche-Morts. Je ne sais plus exactement où c'est. On nous le dit pas, donc vu que j'ai pas retenu, c'est pas grave. Mais en gros, ils passent. Du coup, ils ont quoi? Ils ont 15 ans, quelque chose comme ça, je vous dirais bien. Voire un petit. Non, ils sont un petit peu plus jeunes. Bref, 13 ans, avec quelques. Il y en a un qui s'appelle Silence, donc la fille, et le garçon s'appelle Auriel. Voilà, pour votre petite information personnelle. Et du coup, nous allons les suivre du moment où ils font leur bagage, ils disent au revoir à leur famille d'accueil, à qui c'était totalement accroché. Et ils vont arriver dans ce manoir qui est un manoir, j'aimerais vous dire, très, très dynamique, très jovial, où tout va bien. Eh bien non, parce qu'en fait, depuis qu'ils sont arrivés dans la ville, déjà, on a des trucs un peu chelous. Il n'y a aucun éclairage, tous les personnages, tous les villageois les regardent comme s'ils étaient le démon qui est arrivé dans la ville. Et en plus de ça, vous avez le grand-père et la grand-mère du coup qui sont totalement contre l'arrivée de Silence, donc cette jeune fille, parce qu'il ne l'aime pas, mais elle ne sait pas forcément pourquoi. Elle a toujours été un petit peu distante avec tout le monde, elle a un caractère un petit peu renfermé, et du coup ça la perturbe pas que quelqu'un ne l'aime pas, sauf que là les grands-parents n'ont aucune raison de le faire, et par contre le fils, le petit Auriel, c'est le chou de la famille, il faut le dorloter, ce genre de choses. Bref, c'est un petit peu contradictoire parce que du coup les grands-parents veulent récupérer leurs petits-enfants, mais d'un côté s'ils avaient pu récupérer seulement le garçon, ça aurait été nickel pour eux, voyez-vous. Et donc on arrive dans ce manoir et forcément il se passe des trucs un petit peu bizarres. On parle de monstres, on parle du fait que à partir d'une certaine heure il ne faut plus du tout sortir de chez soi, que les cours terminent à 15 heures parce que du coup après il y a des choses un peu étranges qui arrivent. Et je crois que le premier soir où ils arrivent dans le manoir, alors sur la route, il y a un mort, mais je sais pas comment dire. Un mort, mais un vrai mort, quoi. C'est-à-dire qu'un mort où la mort a été atroce et ça se voit sur son corps, ça se voit sur son visage. Et tout le monde passe devant le cadavre et personne ne réagit. Ils appellent pas la police, ils appellent pas les pompiers, il y a rien de tout qui se passe. Et à partir de là, ils vont se dire, mais il y a quand même des trucs totalement chelous dans ce village. Et effectivement, effectivement, ils sont pas au bout de leur surprise. Alors je dirais pas que c'était un coup de cœur, mais c'était, je pense, ma meilleure lecture, on va dire, de cette vidéo. Voilà, carrément. J'ai beaucoup apprécié. Déjà, la plume est incroyable, ça se lit énormément vite. C'est un roman jeunesse qui peut être quand même lu par beaucoup de monde avec un petit côté un peu creepy. Ça m'a fait penser à la série, en fait, Mercredi, que j'avais plutôt bien aimée. Et là, on est totalement dans cet univers où il y a des choses un petit peu étranges, et il y a des choses qui font peur, et il y a une malédiction qui est autour.
Et les personnages, il y en a qui sont super froids, il y en a qui sont distants, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des non-dits, il y a des choses qu'on apprend quand même à la fin de ce premier tome, mais on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir ce qui se passe absolument avec cette famille. On sait déjà pourquoi tout le monde déteste du coup Silence, notamment les grands-parents, mais à la fois on arrive sur une fin de tome qui est quand même beaucoup plus young adulte, beaucoup plus adolescent que jeunesse. Et enfin bref, moi j'ai beaucoup apprécié et je vous invite à découvrir, même si c'est pas forcément les Jumeaux Croche-Morts, mais c'est vrai qu'en cette période automnale qui arrive gentiment, je peux vous le conseiller, mais en tout cas, n'hésitez pas à découvrir La Plume de Cassandra O'Donnell parce qu'elle est juste géniale. Ensuite, nous passons à un autre service de presse qui s'appelle Le mystère du roi en jaune, écrit par Corentin Ruffet. Dans ce bouquin, que je vais avoir, je pense, du mal à résumer parce que du coup, il y a quand même de gros passages que je n'ai pas forcément compris, on va pas se mentir. Je pense que j'étais dans ma période un petit peu où j'avais pas forcément envie de lire ni envie de comprendre certaines choses et ce roman est arrivé comme un cheveu sur la soupe dans mes lectures et je ne l'ai absolument pas saisi. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce roman, nous allons suivre un personnage qui a perdu sa famille dans des conditions atroces. Il a vu un démon, quelque chose, quelqu'un de totalement différent de ce qu'il a vu dans sa vie, tuer sa femme et tuer son bébé. Je vais pas vous raconter la scène, mais la scène est juste hardcore. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà le cœur accroché, voyez-vous. On est sur un thriller beaucoup plus adulte que ce que je vous ai présenté récemment. Nous allons suivre deux autres personnages, je ne sais plus exactement leur prénom, mais en gros ils font partie de la famille Van Helsing, et forcément ce sont des chasseurs de vampires, des chasseurs de bêtes, des chasseurs de monstres. Et bah on est sur vraiment deux histoires qui commencent un petit peu différemment, enfin pas différemment, mais deux histoires distinctes dès le départ, mais qui vont se rejoindre au bout d'un moment dans le roman. Le flic, du coup, qui a perdu sa famille, fait tout pour rechercher ce phénomène, cette bête, ce monstre qui a tué sa femme et son bébé. Il veut venger, du coup, cette mort atroce qu'il n'arrive pas à passer au-delà. Et il va absolument mener l'enquête. Et voilà, ça c'est son côté. De l'autre côté, on a les chasseurs de vampires qui font tout pour tuer à chaque fois l'alpha. Et ils arrivent dans un endroit où justement il y a une traque qui commence avec des vampires. Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas trop, ou il y a une chose qu'ils ne saisissent pas, parce que pour une fois, ils n'arrivent pas à saisir correctement l'alpha. Et ces deux histoires vont se rejoindre au bout d'un moment dans le roman. Alors, je sais pas si c'est très clair déjà mes explications, et si le résumé vous aide un petit peu à vous mettre dans le bain, mais déjà, le résumé de base a été tellement spoilant que du coup, je me suis dit, quand je suis arrivée aux trois quarts du bouquin, on arrivait seulement dans le résumé, et je me suis dit, mais non, mais ils ont pas fait ça. Et j'attendais ce moment, je me suis dit, j'attends le moment où ça va se passer, parce que du coup, c'est dans le résumé. Donc pour moi, ça fait partie des 50, voire des 60 premières pages. Mais non, malheureusement, c'est arrivé comme un rebondissement. C'est arrivé comme si c'était une grosse révélation, alors que ben c'est dans le résumé, Loulou, donc fallait le mettre avant dans ton roman. Et malheureusement pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Déjà, les chapitres sont vraiment très longs, en toute honnêteté. Je crois qu'ils font une quinzaine, voire une vingtaine de pages. Mais enfin, je vous dis ça, mais en fait, je l'ai lu sur PC. Donc, c'était un petit peu plus compliqué pour moi parce que du coup, le temps de dérouler en PDF, ça m'a déglingué les yeux. Et en plus de ça, les chapitres m'ont paru vraiment interminables. Il y avait beaucoup d'actions, il y avait beaucoup d'informations qui arrivaient, mais je crois qu'il y en avait beaucoup trop pour moi et ça devenait un peu trop indigeste à mon goût. Pourtant, il y avait de quoi me plaire parce qu'on est vraiment dans un thriller qui mélange aussi des créatures surnaturelles et du coup, ben, je pensais que ça allait totalement matcher avec moi, mais pas du tout parce qu'en fait, les personnages n'étaient pas forcément attachants. Il se passe un truc à la fin et je crois que j'ai eu vraiment zéro empathie et ce qui s'est passé, je l'ai ressenti comme si on m'annonçait qu'il allait pleuvoir demain, voyez-vous. Donc c'est un petit peu dommage parce que il y avait de bons points, il y avait de bonnes choses quand même, mais pas assez pour moi, pas assez pour faire ce roman du coup une super bonne lecture. Donc j'étais totalement déçue, mais d'un côté, les autres partenaires Inception ont quand même plutôt bien apprécié cette lecture en général. Donc peut-être que j'étais pas dans le mood pour le comprendre facilement, peut-être que c'était pas du coup le livre que je devais lire à ce moment-là, mais en tout cas c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai pensé en lisant ce roman, que bah, il y avait beaucoup trop d'informations à droite à gauche, il y avait beaucoup trop de changements de lieux, de changements de personnages.
pour que je me mette vraiment dans ce bouquin. Bref, tout était pour moi pas forcément décousu, mais il y avait quand même énormément d'informations et mon cerveau, il a fait un pap et j'ai plus rien compris au bouquin. Donc, malheureusement, bah, un petit flop pour moi. Je vous parlais d'une lecture qui n'était toujours pas un coup de cœur ni une bonne lecture. Comme ça, on est, pas, on est tranquille et sur les prochains updates de lecture, peut-être qu'on pourra parler des lectures un petit peu plus agréables. Et c'est un mauvais moment à passer, hein, messieurs, dames, mais on va le passer ensemble et ça ira mieux la prochaine vidéo, je vous assure. Je vais vous parler du coup d'une glace sous la mort de Gareth P. Jones. C'est un roman qui était dans ma pile à lire depuis quand même des années et je me suis dit, lors d'une petite pile à lire du 7 jours 7 livres, viens Caroline, tu le lis parce que c'est l'été et parce qu'il y a le mot glace dedans. Donc ça va te rafraîchir. Et en fin de compte, nous sommes dans un roman nous sommes dans un roman de 6 nouvelles où on va parler de plusieurs personnages d'un village qui est totalement loufoque et qui met en avant du coup des choses qui se passent dans ce village mais nulle part ailleurs. Je vous parle pas forcément des choses plutôt tranquilles qui se passent. Non, je vous parle de certains meurtres, de certains morts qu'il va y avoir, ou de certaines situations, genre des requins dans des égouts. Ce genre de choses un petit peu trop perchées à mon goût, qui créent du coup un village un petit peu bizarre, mais dans lequel on se dit ok, j'ai envie d'en apprendre un peu plus. À travers du coup ces histoires, à chaque fois, on va suivre un personnage avec sa mission, on va dire ça comme ça, et puis du coup ce qu'il a déclenché dans la ville et ce qu'il a fait pour que cette ville soit un petit peu comme elle est, quoi. Et en toute honnêteté, j'aimerais vous dire que j'ai bien apprécié ce roman, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, le résumé un petit peu loufoque ne m'a pas forcément freiné, loin de là. Mais par contre, comment vous dire, c'est simple, j'ai pas compris l'intérêt du bouquin. J'ai pas compris l'intérêt des histoires. À chaque histoire, je me dis, bon, tu fais une histoire pour faire une histoire, pour écrire ton univers et pour raconter quelque chose. Bah là, tu me racontais rien du tout. Tout le monde, tout le monde a parlé de ce roman comme un mélange de Tim Burton et un mélange avec beaucoup de choses bizarres, mais loufoques, mais appréciables. Mais en toute honnêteté, j'ai rigolé sur certaines scènes parce que c'était tellement perché que je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi ils ont écrit ça? Et je voyais pas l'intérêt, je voyais pas le principe. Donc malheureusement pour moi, c'était un gros flop. J'ai compris d'où venait la mort, parce qu'il y a des morts un petit peu bizarres, il y a des morts un petit peu atroces, on va pas se mentir. Il y en a qui sont morts dans des situations où j'aimerais pas forcément être à leur place. Par contre, une glace ou la mort. Je me suis dit, il y aura un petit suspense dessus, enfin une suspense, un mystère. Mais non, il y a que dalle, il y a juste un marchand de glace dans la ville. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça correspond à quoi? Et je sais toujours pas, les copains. Alors, soit vous le lisez et on fait un petit débrief ensemble sur ce que ce roman veut dire, soit vous passez à côté de cette lecture qui, pour moi, n'est pas forcément une lecture exceptionnelle, ni une lecture à faire en été, et puis vous passez à un autre roman. Bon, bah voilà, cette update lecture est terminée. Je sais que c'était pas le meilleur update lecture du monde parce que forcément mes lectures n'étaient pas bonnes, mais ça vous permet aussi d'avoir mon avis et d'avoir des romans qui sont un petit peu différents parce que là, en toute honnêteté, je vous ai fait quand même un mélange de romans, je peux pas faire mieux les copains. Il manquait juste une petite romance, quoique dans l'Or Olympus on peut en trouver une, mais sinon on est quand même plutôt pas mal. Bref, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. N'hésitez pas à me partager n'hésitez pas à me partager, hein, on parle français Caroline, vos dernières lectures et dites-moi quel a été vos derniers coups de cœur ou bien votre déception s'il y en a eu. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!